This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires, heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois un invité que nous avons déjà entendu dans un épisode il y a quelques semaines, à savoir Salem, mon collègue de travail. Salut. Je me demandais quand est-ce que c'était à moi de parler, si j'avais pas de couper la parole un peu trop tôt. Aujourd'hui, on fait une deuxième partie avec Salem parce que beaucoup ont été très frustrés de cette première partie. Il faut savoir que Salem et moi, dans la vie, on est potes, donc forcément, quand on enregistre un épisode, ça part dans tous les sens, on rigole, on discute, et finalement, vous avez été beaucoup à me dire que vous étiez un peu frustrés de ne pas découvrir son intimité. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, es-tu toujours célibataire ? Oui ou non ? Bien sûr, je suis toujours célibataire depuis ce dernier mois et demi. Toujours très très bien, très heureux. Ah, donc toujours dans la team célibataire heureux. D'ailleurs, je tiens à dire quand même, je pense que c'est intéressant de le dire, à la suite de ce premier épisode, Mehdi a été suivi par plus de 400 femmes. Non, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. J'ai reçu des très beaux messages. Vraiment, vraiment des magnifiques messages et j'ai un peu discuté avec les gens. Et franchement, ça m'a fait plaisir de voir que ça vous avait parlé. Donc, merci beaucoup. Dans les questions qui sont le plus revenues dans le dernier épisode, j'ai reçu énormément de meufs qui m'ont dit « Comment tu rencontres des femmes ?» Beaucoup m'ont dit « Est-ce qu'il est sur les applications de rencontres ? Est-ce qu'ils rencontrent dans la vraie vie ?» Beaucoup se sont dit « Mais attends, ces mecs-là, des mecs comme Salem, ils sont où ?» Je fais partie de ces gens qui aiment rencontrer des gens en vrai, mais pour qui Tinder c'est le meilleur jeu mobile qui existe. C'est la meilleure appli quand t'es en down, parce que en fait juste te prendre des likes et te sentir validé par des gens, ça fait du bien à l'ego. Et au fur et à mesure, ça devient un peu juste un truc de likes, de matchs, de réponses, etc. Donc je perds l'idée qu'en fait faut rencontrer vraiment les gens après. Tu vois, on commence à parler et vraiment après 4 messages, je suis en mode je sais pas faire en fait ça. Moi je sais pas parler par message déjà. Ah ouais ? Moi les messages c'est et d'ailleurs c'est un énorme problème quand je rencontre des personnes. Voilà, tu vois là je vais donner mes défauts maintenant. On va voir si les gens vont me kiffer encore tu vois après cet épisode. Non, les messages c'est très très compliqué pour moi, j'ai beaucoup de mal mais que ce soit avec mes proches, ma famille et les femmes que je côtoie et que je vais fréquenter jusqu'à très récemment, hein, on me reproche énormément ce truc là parce que on me dit c'est vraiment trop bien quand on est ensemble, mais dès qu'on n'est pas ensemble, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi. C'est-à-dire En fait, j'envoie pas de message, je sais pas répondre aux messages. Pour moi, le message c'est très informatif. On va où ? Là-bas, ok. Quelle heure ? Cette heure-ci, ok. Tu vois ? Mais parce que ça t'ennuie de communiquer par message ? Non, c'est parce que j'ai une petite téléphobie en vrai, du fait que j'ai très peur du téléphone, parce que la mauvaise nouvelle me fait peur. Tu vois, j'ai peur. En fait, je suis pas en contrôle avec le téléphone, parce que je suis loin de la personne. Ouais. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui parle en face et qui aime en fait la discussion vraiment profondément. Et le téléphone, pour moi, c'est un peu la mort de la discussion, parce que c'est des messages, c'est très loin. Et en même temps, c'est normal que les personnes aient besoin de sentir une présence. Mais ça, je sais pas le faire et j'apprends du coup petit à petit à le faire un peu plus, parce que là, c'est problématique. C'est vraiment en mode, même mes proches me disent, mes meilleurs amis, en mode c'est compliqué en fait de t'avoir. Ouais. Et les personnes que je fréquente sont déboussolées par ça. Et du coup, Tinder, ça marche très rarement, parce que Tinder de base, ça commence par ça. Ça commence par les messages. Et moi, 3 messages déjà une première punchline un peu marrante, ou un truc, tu sais, moi j'aime bien écrire de la vanne et quoi. Du coup, c'est toujours un truc un peu, essayer d'être un peu fin, marrant, ou je sais pas quoi, tu vois. Bon, soit ça marche, soit ça marche pas. Par exemple, il y avait une meuf, à un moment, sa bio, c'était Hello World. Moi, j'ai écrit This is me, et j'ai fait tout le générique de Grand Galop. Moi, ça me plaît énormément, tu vois, genre. Bon, elle m'a pas répondu. C'est dommage, parce que j'ai regardé cette série, j'ai deux petites sœurs. Non mais, et en gros, après, moi, j'arrive pas à discuter sur les applications. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver l'amour sur les applications de rencontre ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu crois que tu peux trouver l'amour sur une application de rencontre ? Mais est-ce que je crois que je peux trouver l'amour, déjà, tout court, tu vois? Oh, wow! On verra. Non, en vrai. Alors, c'est-à-dire, t'as peur de pas pouvoir trouver l'amour ? J'ai pas du tout peur de pas le trouver, j'ai peur de pas réussir à le maintenir, par contre. Tu vois? Je pense aujourd'hui que dans ma life, j'aimerais plus savoir ce que c'est de maintenir l'amour que de le trouver. En gros, j'ai été beaucoup en relations qui ont duré 2 ans,
où il y a encore la passion, où il y a encore Mhm. du feu, et où il y a encore ce côté de jeunes sentiments et jeune amour, tu vois. Et ça s'est toujours fini pour des trucs très mélodramatiques, où t'es pas dans le contrôle du truc et tout. Et j'ai jamais vécu cet amour post 3 ans, tu vois, le fameux dont on parle, Ouais. où les sentiments baissent, enfin pas les sentiments baissent, mais l'énergie baisse, et comment est-ce qu'on crée une relation, et comment est-ce qu'on crée un couple, en fait, passé ce temps. Moi, j'aimerais beaucoup connaître là ce next step, tu vois, de comment est-ce qu'on crée une suite à 2, comme ça. Et ça, par contre, ça me fait un peu peur parce que je le connais pas et je sais même pas si c'est encore d'actualité, tu vois, de faire ça. T'imagines qu'il y a quoi dans ce next step? Je crois qu'il y a de la sérénité, tu vois. Je crois qu'il y a du calme. Mais du coup, ça veut dire que toi, dans tes relations qui duraient moins de 2 ans, il y avait pas de enfin, moins de 3 ans, du coup, il y avait pas de sérénité? Il y avait pas de calme, en tout cas. Genre, c'était vraiment tumultueux, tempétueux, tu vois. Et j'aimerais bien savoir connaître un petit peu le calme de la relation. Ou cette sérénité, tu vois. J'ai des amis qui sont en couple depuis très longtemps, ou un peu moins longtemps aussi, mais qui ont réussi à développer un peu cette vie à 2. Et moi, j'ai peur de par ma personnalité aussi, et de par ce que je suis, de pas forcément réussir à laisser beaucoup de place à l'autre. J'aime beaucoup, mais j'ai malheureusement l'habitude de prendre beaucoup de place, que ce soit dans la vie ou dans mes relations, et dans mes relations à 2 aussi. Pour ça d'ailleurs que je date principalement des personnes qui ont énormément d'ego, parce que justement, c'est les seules personnes qui arrivent à me tenir un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu définis quand tu dis, genre, je prends beaucoup de place dans mes relations sentimentales à 2? Même dans la vie en général, je vais prendre beaucoup de place parce que j'aime prendre de la place, tu vois. Et j'aime me montrer, et j'aime poser mes idées, et j'aime presque entre guillemets imposer ce que je vois et ce que je veux dire, et jamais dans l'irrespect, tu vois, mais toujours dans un côté un peu look at me, tu vois. Genre je suis là, j'existe et tout. Et du coup, souvent quand je suis en relation, après comme je t'ai dit, je n'ai date que des personnes qui étaient dans le même état d'esprit, c'était un combat de coq pour justement qui était, tu vois, et qui se montait, etc. Quand je relationnais avec des personnes qui n'étaient pas dans cet état-là, je sentais que soit ça leur faisait du mal, parce que du coup, elles arrivaient pas à se mettre aussi en avant, et du coup normal, soit à l'inverse, elles allaient s'écraser de fou, parce que peut-être la peur et tout, et du coup moi quand je m'en rendais compte, bah c'était fini, tu vois, on arrêtait, parce que j'étais en mode on va pas, c'est super compliqué, tu vois. Et du coup voilà, donc moi j'ai un peu peur de la suite dans les relations à cause de ça. J'arrive avec une question, es-tu un mec problématique? Voilà. Parce que quand tu me dis ça, mais moi c'est ce que j'entends de l'extérieur, j'entends que tu aurais de la difficulté, et peut-être que j'interprète mal, mais que tu aurais de la difficulté à être avec une meuf qui te dépasse. En termes de réussite professionnelle, en termes de posture, en termes de succès, en termes de visibilité. Est-ce que tu supporterais? Parce que finalement, même dans le premier épisode, tu me parles de la compétition professionnelle où la meuf se sent inférieure. Et donc toi, bah, t'arrives pas à contrôler ça, etc. Mais est-ce que toi, t'as déjà été dans une relation où, pour le coup, la meuf a plus de visibilité que toi, plus de succès que toi? Mais bien évidemment. Et justement, Ouais. je tends toujours vers ça, Ouais. parce que je vais vers ce que j'admire, et moi j'admire les personnes qui justement ont ce truc de réussite, ont ce truc de d'aura incroyable, etc., tu vois. Et la dernière fois quand j'en parlais, c'était pas que la personne se sentait inférieure du tout, c'était que la personne euh, avait développé des questions un peu et ça c'était aussi en rapport avec la santé mentale, Ouais. tu vois, de rapport aux hommes, de rapport à la misandrie aussi, de voir qu'un gars réussit aussi un peu à côté parce qu'il a pas de soucis mentaux, et du coup ça crée des trucs alors que la personne fonctionne bien mieux, Bien tu sûr. vois. En fait c'était ça. Et moi oui, bien sûr, j'ai même toujours, quand c'était avec des personnes qui faisaient de l'art ou dans le même milieu que moi, elles étaient toujours beaucoup plus connues, beaucoup plus fortes dans leur domaine, Ouais. et qui maîtrisaient beaucoup plus la technique. Moi c'était plutôt que j'admirais ça, et c'est pas que je me posais en compétition, je me posais en j'ai trop envie que ces personnes que j'admire me voient comme quelqu'un qui peut aussi faire des trucs, tu vois. Donc c'est pas vraiment une question de dépasser, mais juste une question de dire ok, ouais, ça va, t'es bon, tu vois. J'accepte de dire que tu sais faire le taf, t'es fort, t'arrives à le faire, mais pas que tu dépasses, au contraire, tu vois. C'est quand même drôle parce qu'on parle d'amour, de sentiments, et t'es dans un schéma qui est très professionnalisant.
Tu parles de tes relations d'amour, enfin en tout cas moi c'est ce que je perçois là à l'instant en t'ayant en face de moi. Tu parles de tes relations d'amour comme un duo professionnel, et je pense que c'est très important quand on est artiste. Moi je trouve ça aussi hyper nourrissant d'être avec quelqu'un de créatif avec qui je peux imaginer des projets, etc. Mais le couple, même si c'est mon idéal, se construit aussi dans des émotions, dans de la tendresse, dans de la communication, dans de la douceur. Et j'ai l'impression que toi, quand tu me parles de ça, mais c'est peut-être juste une impression, que cette attente de statut et de reconnaissance professionnelle prend finalement presque beaucoup plus de place que l'envie d'aimer et d'être aimé pour des sentiments et pour de l'amour romantique. Bah, tu vois, c'est marrant parce que là, on creuse, on arrive un peu à rentrer dans des trucs de plus en plus. Je pense que le fait que là aussi, on soit en train de parler devant des micros et dans un podcast, ça m'a tout de suite mis en mode, je vais parler comme un professionnel. Et là, tu me dis, oui, mais du coup, est-ce que t'as de l'émotion et tout? Et là, je réfléchissais, j'étais en mode, bah oui, de ouf. En fait, quand t'es à l'intérieur du couple, dans l'intime, c'est hyper doux. Moi, j'adore ça. Je suis justement très needy de petites attentions, de tout ça, tu vois. Là, il y a pas longtemps, je fréquente un peu quelqu'un, tu vois, et la personne m'a offert des fleurs. Ça m'a ému de fou, tu vois, mais beaucoup plus ému que n'importe quoi. Et en fait, c'est plutôt, encore une fois, comme on l'a dit, dans le rapport aux autres, je pense, et dans le rapport, comment les gens vont voir cette image de couple, vont voir cette image de moi avec quelqu'un, les images de cette personne avec moi, comment est-ce que, et tout ça, peut-être va prendre un rapport professionnalisant, parce que, je vis à travers ça depuis des années et des années, mais en fait, dans l'intime se joue quelque chose d'autre, quelque chose de différent, et peut-être qu'en fait, même quelque chose de complètement à l'inverse du professionnel, parce que, j'ai pas de souvenir dans l'intime que j'ai ramené du pro, à part dans des discussions, etc., tu vois, qui devaient être un peu deep, mais dans les moments où, enfin, juste, tu regardes un truc, tu kiffes, t'es avec la personne, tu fais à manger, tu cuisines. Dans ces trucs-là, l'intime, le professionnel disparaît. Et c'est les seuls moments d'ailleurs de ma life où le professionnel disparaît, tu vois. C'est dans l'intime avec quelqu'un. Et tu vois, c'est marrant, mais j'ai jamais été aussi peu prolifique de ma vie que quand je suis amoureux. Tu vois, quand t'es amoureux, enfin, moi quand je suis amoureux, en l'occurrence, c'est vraiment déjà, je prends énormément de poids parce que je fais que manger de la merde avec la personne et regarder des films et pas faire de sport, tu vois, et c'est tout quoi. Pour moi, c'est dans ces moments-là justement que je vais pas travailler et je vais moins bosser, et en tout cas moins dans ce truc de c'est ma life et tout, parce que là quelque chose d'autre rentre dans la vie. Il y a une autre valeur qui arrive dans la vie, la valeur amour, la valeur personne, tendresse, la valeur envie d'autres choses, tu vois. Je sais que quand j'ai quitté mon ex, je crois que dans une des lettres qu'on s'était écrit, j'avais dit je suis content parce que j'ai appris que je pouvais aussi aimer, tu vois, et je pouvais être content de juste aimer aussi, tu vois. Mais c'est-à-dire, parce que c'était la première fois que je me rendais compte de ça. Je pense que c'était la première fois parce que aussi pendant cette relation, je m'étais arrêté de faire tout pour essayer de comprendre mieux cette personne qui était très complexe, et je pense que c'était un travail à plein temps, tu vois, d'essayer de comprendre cette personne, et du coup je pouvais pas faire à côté tout ce que je faisais, et je me suis petit à petit beaucoup arrêté. J'avais l'impression que j'étais juste un être qui aimait et qui n'était que un être qui aimait, tu vois. J'avais plus d'autres... T'existais plus en dehors de ça. Plus du tout. Plus du tout. J'avais plus d'autres rôles que aimer la personne, penser au futur de la personne, penser à la santé de la personne. Ce qui, du coup, dans ce qu'on est, toi et moi, ces personnalités, ces personnes faites d'ego aussi, on est construit par ça, et en fait, quand cet ego disparaît pour les autres, nous, on va s'effriter un peu. En tout cas, moi, j'ai senti que je m'effritais. Est-ce que tu peux un peu nous contextualiser cette relation exactement? Parce que là, je comprends que c'est une relation qui a été émotionnellement très dure, etc., qui t'a pas fait forcément du bien, mais qui à la fois t'a apporté quand même beaucoup dans le fait d'apprendre que tu peux aimer, mais de te rendre compte aussi que finalement, c'est pas un rôle qui te comble à 100%. Mais du coup, est-ce que tu peux nous contextualiser? Ça a duré combien de temps? Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, cette relation m'a fait beaucoup de bien, en fait. C'est une relation qui a duré 2 ans, qui a commencé juste après le Covid. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai rencontré cette personne qui était, tout comme moi, autrice de bande dessinée. Donc en fait, on s'est rencontrés comme ça, dans
dans ce contexte de on va un peu céder parce que moi j'avais sorti un livre, elle voulait en sortir un. Donc en gros, on a commencé à céder, finalement on est très vite tombé amoureux. On a du coup développé une vie à deux où travail et vie privée étaient un peu de mise. Elle avait des troubles mentaux qui sont toujours présents. En fait, quand tu relationnes avec une personne qui a des troubles mentaux, toi tu dois aussi savoir t'adapter à beaucoup de choses qui sont pas des choses qu'on t'a appris en fait en relation. Et ces choses-là, en fait, la personne en face est pas forcément hyper apte à te les donner. En l'occurrence, la personne avec qui j'étais était très apte à donner ses façons de faire, parce qu'elle avait sa charte, elle connaissait très bien, comme je t'ai dit, elle travaillait sur le sujet depuis longtemps. Donc elle était très au courant. Et je pense que moi, j'ai pas réussi à suivre le rythme. J'ai pas réussi à bien comprendre comment agir, comment faire. Il y a beaucoup d'ego qui est rentré en jeu, il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça, des deux côtés, hein. Je me suis longtemps jeté la pierre, mais en fait, au final, on en a beaucoup reparlé, et c'est un travail d'équipe, tu vois. Et, c'est bien de le reconnaître. Non, mais bien sûr. Et ce côté-là que je disais, où à la fin, la personne a fait une crise, en gros, qui a duré un peu longtemps. J'ai pas du tout réussi à m'en occuper, j'ai pas du tout réussi à voir les signes. Donc là, vraiment, c'est une période qui a duré vraiment, 2 semaines. Et en 2 semaines, tout s'est effondré. Il y a ça qui arrive. Moi, du coup, mon ego, je me rends compte qu'en fait, il est complètement détruit depuis un moment parce que j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé d'être là pour la personne, mais de la mauvaise façon. Et du coup, en fait, je me suis éteint. Et là, je suis tout seul. L'ego éteint, les passions, les envies. Je suis dans mon lit, et en fait, je commence une énorme crise d'angoisse que j'ai jamais fait, que je fais jamais. Et je fais une énorme crise d'angoisse, mais au point où j'ai mal, tu vois, je suis dans mon lit et je souffre physiquement. Et du coup, je me dis, bon bah là, tu vas pas pouvoir gérer tout seul, il faut que t'ailles aux urgences. Ils m'ont un peu, ça m'a un peu calmé, mais après j'ai vraiment passé du coup un mois où il y avait plus rien et j'étais vide et j'étais comme ça et je me vidais. Il fallait que je reprenne conscience en fait de ce qui se passait. À ce moment-là, mon ex arrive, qui avait passé, je crois, 2 semaines à faire la teuf, etc. Tu vois, et genre a plus conscience du reste, tu vois, parce que crise, etc. Tu vois, et qui est arrivé et qui m'a dit bon bah il faut qu'on arrête, tu vois. Moi je suis plus mal du mal à ce moment-là, mais tu sais, bon allez, on se lève, on y va. Et là elle se met à pleurer, mais genre à pleurer énormément, tu vois. Et tu sais, j'arrive pas trop à comprendre parce que je me dis mais c'est toi qui es venu pour ça, et en vrai moi j'ai pas envie, tu vois. Et j'ai l'impression que t'as pas envie non plus. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Là, on s'est rendu compte tous les deux que c'est pas qu'on voulait pas être ensemble, c'est qu'on ne pouvait pas être ensemble. Parce que l'état mental de la personne, moi, mon immaturité par rapport à ça, parce que c'est pas que je voulais pas, c'est que vraiment, j'étais pas prêt en fait à affronter ça et je savais pas le faire. Là, ça a été un peu le au revoir définitif de bon bah, ok, c'est fini. Et moi, il fallait que je lutte aussi avec ce qui m'arrivait en fait en ce moment, c'est-à-dire la crise d'angoisse constante et la perte de l'ego et la perte de qui j'étais et tout. Et aussi bah du coup la personne s'est extrêmement vite remise avec quelqu'un, et ça aussi bah ça blesse énormément, tu vois. C'est dur, ouais. Juste après ça, comme quoi la vie est bien faite, vraiment juste au moment où je suis au plus bas, on me propose une opportunité pour venir à Paris, tu vois. Et en fait moi à ce moment-là j'étais déjà dans ma pensée, il faut que je bouge, il faut que je trouve un moyen de bouger, mais là, ouais, ok, bah j'ai signé une BD qui va sortir dans 1 an, donc c'est loin. Je suis à Lyon, là ça me plaît pas, la rupture elle est terrible. Je suis en train de bosser dans un bar où je coupe de la viande à longueur de journée, et je suis tout seul avec mes pensées, tu vois, tout le temps. Et là, ça switch dans ma tête, je suis en mode, ok, bon, il y a une proposition qui est là. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bon pendant 5 mois là. Parce que c'était une proposition qui était faite bien avant la véritable, comment dire, quelqu'un partait du taf et me l'a dit avant tout le monde, en gros, que le taf était libre. Et après, à l'intérieur du boulot, on m'a dit bon bah ce sera dans 5 mois qu'on fait que tu pourras prendre ton poste si tu l'as. Donc pendant 5 mois, on veut voir ce que tu vaux et donc montre-nous quoi. Et pendant 5 mois, j'étais en 60 heures de bar, je pense 10 heures de BD. Et le reste, je le concentrais à faire des dossiers pour le travail, etc. Donc j'étais en tac, tu vois, en feu. L'ego est revenu. En revenant, il a un peu trop repris ses aises et il a un peu taillé tous les gens qui étaient autour de moi parce que j'en ai voulu à la terre entière, tu vois. Et après, on est parti à Paname. Et la vie a drastiquement changé.
Là, aujourd'hui, tu te sens du coup, par rapport à ces questions d'ego, plus rempli. Plus solide. Plus solide. En tout Ouais. cas, tu te sens moins vide que cette période où tu as eu tes crises d'angoisse, où tu as eu cette chute de dépression. Complètement. La batterie, c'est un peu remplie. Autant que ce soit possible, parce que je pense que parmi les auditrices, il y a plein de nanas qui ont vécu des dépressions, etc. Ça brise quand même quelque chose qui met beaucoup de temps à se recoller, hein, donc. Bah oui, c'est sûr. Bah moi, j'ai un peu peur de redonner ma full confiance à quelqu'un depuis ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur du coup de revenir dans ce truc-là. Ah, est-ce que ça va se repasser comme ça? J'ai l'impression que non, parce que je pense que je me suis pris une vraie claque en fait à ce moment-là, et en fait ça m'a juste fait grandir de fou, et c'est juste ça en fait. On grandit en se prenant des claques comme ça, et ça nous fait devenir meilleurs encore, je trouve, tu vois. En fait, je pense que depuis, je suis plus rempli, je suis plus solide, mais je suis plus gentil avec les autres. J'arrive sur un truc qui, peut-être, voilà, c'est à interprétation, donc est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment que dans toutes les relations dont tu nous as parlé, on est quand même sur des profils de femmes assez fragiles. On est toujours quand même sur des profils, en tout cas, tous ceux dont tu nous as parlé, c'est des femmes qui ont des blessures très très importantes. Mais du coup, il y a un truc un peu répétitif dans les relations en tout cas vers les femmes qui t'ont attiré. J'ai le sentiment que c'est toujours des femmes quand même blessées. Bah en tout cas, surtout des femmes qui, à première vue et quand tu les rencontres, maîtrisent leur univers dans l'image qu'elles donnent d'elles, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est ça qui m'attire, c'est l'admiration que j'ai pour ces personnes. Après, bah, j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas une seule personne autour de moi qui a pas ces fragilités. Tu vois, bah, en fait, la plupart de mes amis sont queer, la plupart de mes amis sont des personnes qui ont vécu beaucoup de trucs terribles dans la life, tu vois. Bien sûr. Et en fait, très honnêtement, je crois que je connais juste pas de personnes pas fragilisées à 200% sur ces questions-là et sur ce truc-là. Donc je pense pas que ça ait un lien. Je pense juste que c'est mon entourage personnel en fait qui se concentre autour de ça, parce que bah dans ces cercles-là un peu artistiques, un peu queer, un peu racisés, mais où on va se poser des questions parce qu'on a eu un passé douloureux et donc maintenant on veut faire en sorte que le monde aille mieux. Bah en fait on a ces trucs-là, tu vois. Donc je sais pas. Moi je suis d'accord avec toi et je pense que il y a beaucoup de mecs qui sont hyper attirés par ça. D'ailleurs, ça s'appelle la Pixie Girl, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En gros, c'est T'as vu Scott Pilgrim? Oui. Eh ben, tu vois Ramona? Oui. C'est une Pixie Girl. Ok. C'est-à-dire que c'est cette fille un peu pas comme les autres, un peu en dehors des codes, un peu qui fait rêver tout le monde, mais qui a l'air vraiment, tu sais, un peu punk. C'est quelqu'un qui va juste pas faire gaffe aux autres, mais les mecs vont se dire, cette fille est tellement incroyable, elle pense tellement différemment. Oh, elle a des problèmes et tout, tu vois. Et en fait, à la seconde où ces problèmes mentaux vont surgir dans la relation, les mecs vont se barrer, les mecs vont pas gérer. Ça c'est complètement vrai. Et d'ailleurs, mon ex m'en parlait parce que elle était très au courant de tout ça, tu vois. Beaucoup de mecs sont attirés par ça parce que beaucoup de mecs se disent que cette personne va les sortir de leur quotidien morose, parce que cette personne est un peu crazy et du coup elle va les emmener faire des trucs crazy, et en fait ça va être fou, et c'est ça en fait qui attire les hommes. Je vois ce que tu veux dire. Et après en fait ils se rendent compte que non, c'est une maladie mentale et que c'est pas une meuf qui est trop stylée parce qu'en fait elle a envie de se suicider, du coup waouh, mais en fait c'est quoi ça, tu vois. Non, c'est une personne qui a une maladie mentale, qui en a peut-être plusieurs, qui ne va pas bien, qui a besoin d'aide, et en fait cette aide-là n'est pas possible d'être actionnée par ces hommes. Comme moi j'ai dit, j'avais pas forcément les épaules pour ça. Cependant, même si j'avais pas forcément les épaules pour m'occuper de cette personne à ce moment-là, ouais, mais t'as été là quand même. J'ai été là. Beaucoup. Et surtout, je sais maintenant ce que c'est. Je connais très bien la maladie mentale, sans en être un expert du tout, et sans absolument... je la connais, je l'ai vue face à moi beaucoup, énormément dans les yeux, on m'en a parlé, on me l'a expliqué. C'est pas attirant. C'est pas sexy, la maladie mentale. C'est pas drôle. Je vais pas vers des personnes qui ont ça parce que ça m'excite ou quoi que ce soit. Je vais vers des personnes, et en fait ces personnes ont ça parce que la majeure partie des meufs ont plein de traumas et ont plein de problèmes. Totalement. Et ont plein de choses. Mais je le dis tout de suite, c'est pas sexy. Et si un gars est en mode celle-là elle est vraiment trop crazy, c'est pas cool, quoi. C'est un vrai réflexe. Ces personnes, elles souffrent, elles douillent. C'est pas marrant de faire des allers-retours à l'hôpital. C'est pas marrant d'avoir tous tes proches qui s'inquiètent tout le temps. C'est pas marrant l'hyperconsommation. Il y a rien de drôle là-dedans. C'est des personnes qui ont besoin d'aide et qui soit
réussissent à s'occuper d'elle et réussissent à trouver cette aide, soit l'ont pas. C'est terrible en fait. Quand à chaque fois que tu vois quelqu'un, t'as encore quelqu'un qui va te dire j'ai vécu ça, on m'a fait ça, et tu sais moi je suis Bien c'est sûr. une dinguerie en fait, c'est 100% Ouais. quoi. Tu vois, moi je me dis c'est 100%. C'est Ah, pas de toute possible. façon, Je me dis pas je suis parti parce que tu sais je suis pas en mode le chevalier blanc de non mais t'inquiète bébé, je vais régler tes problèmes et tout. Non, moi je suis en mode putain, vas-y, mais c'est pas possible, c'est tout le monde quoi. Bah, de toute façon, les victimes, enfin moi je vois bien dans mon entourage, toutes les femmes sont victimes d'agression, ont été victimes Bah, d'agression oui. sexuelle, toutes les femmes ont été victimes de harcèlement. Mmh. J'ai aucune femme qui a pas vécu de problématique qui laisse des blessures Mmh. très très profondes. Non mais c'est hyper intéressant en effet cette question de qui nous attire, pourquoi ça nous attire et pourquoi ça nous attire à telle ou telle période de notre vie. Toi par exemple aujourd'hui tu rencontrerais, bon du coup on l'a un peu évoqué, tu commences tout doucement à fréquenter quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais on parle pas de couple, on n'est pas du Non. tout sur une étiquette, etc. Vous voyez, vous passez du bon temps, vous apprenez à vous découvrir. Exactement. Est-ce que cette personne-là va... Alors c'est délicat, parce que bon, elle est là et qu'elle pourrait écouter, hein, donc on Et on l'embrasse d'ailleurs. on te fait des bisous, ma On lui fait des chérie. bisous. T'es formidable. Est-ce que, sans trop en dire, parce que de toute façon, voilà, mais en plus en vivant le truc de l'intérieur et du présent, est-ce que t'as l'impression que cette fille-là est différente en termes de schéma de ce que t'as vécu jusque-là? Je trouve que c'est beaucoup plus serein pour le coup, alors qu'on a une personnalité qui est justement extrêmement semblable. Hmm. Et c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui me ressemble autant. Tu vois, peut-être ça change aussi des trucs, tu vois, qui a vraiment un peu la même personnalité. Du coup, on casse les couilles à tout le monde, vraiment. Je buvais un verre avec un pote, il me dit non mais déjà un Mehdi, mais là deux. Donc je sais pas, en même temps c'est si récent. Oui, c'est que, vraiment le tout début. C'est à voir, mais par contre du coup on en parlait, mais tu vois, quand je rencontre quelqu'un, je suis charmé par des choses qui sont absolument pas d'ordre mentaux, tu vois. Et je me rends compte, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré vraiment quelqu'un, Ouais. quoi, tu vois. Et je me rends compte que le premier truc qui me fait craquer chez quelqu'un, c'est l'humour. C'est genre rigoler. C'est vrai. Mais Rigoler, ça, alors, c'est genre le mieux du monde, y a je rien te de mieux, rejoins en fait. totalement. Un mec qui me fait rire. Ouais. Mais rien de mieux au monde. Hein. Mais c'est dur de trouver quelqu'un qui a vraiment le même Ouais, humour. et qui te fait vraiment rire Ouais. aussi. Parce qu'on peut te faire rire, mais c'est dur de te faire pleurer de rire. Ah, Tu vois. ouais. Et Et c'est surtout qu'en plus, dans la tranche d'humour dans laquelle toi et moi on peut être, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un humour assez abrasif. Non mais c'est vrai que l'humour en effet parce que l'humour dit beaucoup de choses. Des gens, enfin quand tu regardes d'ailleurs les gens les plus traumatisés par la vie, ce sont les gens qui ont l'humour le plus grinçant et le plus malaisant. Si tu le rejoins pas, cet humour-là, bien tu sûr. peux vite être Ou même mal à aussi l'aise. juste des personnes extrêmement drôles hein, de base. C'est vrai. Moi les humoristes que je préfère mon humoriste préféré c'est Bob Burnham, Ouais. où il est en dépression totale le type, genre vraiment c'est une catastrophe à voir sur scène. Je n'ai jamais autant rigolé de ma vie. Genre vraiment, regardez Make Happy sur Netflix, vraiment c'est Bien, je regarderai de ce pas. petit reco. Mais oui l'humour quand la personne, et en plus ouais tu dis ça, c'est un putain de bon indicateur parce que vraiment un mec, tu sais tout de suite à son humour. Ah oui. Tu vois, Ah oui. un oui, gars oui, qui, oui, oui. s'il fait une blague, tu sais. Mais tu sais si le gars il va être bien ou s'il va être Totalement. pas bien. Directement. Donc En c'est fonction- génial l'humour. En ça fonction sert de à tout. l'humour de la personne, c'est vrai que tu peux vraiment savoir très vite, même de quel bord politique Bien t'es, sûr. de Ah quelle, ouais. de quelle, Tout est de dit quelle avec l'humour. famille sociale t'es. L'humour dit énormément de Mm. choses. Moi, vraiment, dans ce truc où bon, on fait beaucoup de blagues, et voilà, j'arrive plus à baiser, j'arrive plus à draguer des mecs, etc. Mais le jour où un mec va me faire éclater de rire, Mm. c'est sûr que les barrières vont tomber. Mais tu vois, C'est on sûr. en parlait en off tout à Mm. l'heure, et tu me disais oui, j'ai encore peur de la rencontre, etc. Et moi du coup je te demande, mais peut-être qu'en fait c'est juste le au-dessus en fait ce qu'il te faut, mais peut-être qu'il te faut c'est juste un fou rire quoi. Ah, mais vraiment. Si un gars il vient, il te Ah. fait un fou rire, tu penses que t'es beaucoup plus chill. C'est vrai que je me rappelle pas la dernière fois qu'un mec m'a vraiment fait éclater de rire. Et tu vois, quand je suis dans ces soirées, hier, je dansais avec des copines et tout, et ouais, les mecs, ils te draguent, mais c'est toujours, alors tu fais quoi dans la vie et tout. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les ovaires de ce que tu fais dans la vie. Je veux que tu me fasses rire. Bien sûr. Je veux que ce soit adolescent, je veux vibrer, je veux être débile. Je veux que tu sois mort de rire de me voir, moi et mes potes, qui crient paye, 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 paye au moment de la tournée de shot parce qu'on est débiles. Mm. Et je veux ça. Et ça, putain, je sais pas, c'est mon âge, je sais pas, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je me rappelle pas la dernière fois qu'un mec m'a fait éclater de rire. Mais moi je trouve que les mecs ont un humour éclaté au sol en règle générale. Oh, c'est vrai. Genre vraiment,
Moi, j'ai la chance que les mecs autour de moi, les rares, soient des mecs très intelligents. Et en fait, pour moi, l'humour est une forme d'intelligence, même la plus haute forme d'intelligence. Donc, être drôle, c'est pas possible si t'es con, déjà, tu vois. C'est vrai. La plupart des mecs sont cons, donc la plupart des mecs sont pas drôles. Je t'ai fait une disserte en 10 secondes, là, genre. Je t'ai vraiment fait un schéma graphique de l'humour chez les mecs. Et justement, c'est pour ça qu'un mec qui te fait vraiment mourir de rire, même moi, je suis charmé direct par la personne. Ouais. Je parle pas souvent aux mecs parce que j'ai beaucoup de mal, en vrai, avec nous. Genre, j'ai du mal avec nous parce que souvent ça part très... Hier, j'étais en soirée avec, pour le coup, que des filles et j'étais le seul... Non, on était 2 mecs et il y avait genre 7 filles, tu vois. Et du coup, évidemment, dès qu'on fumait une clope, il y avait des mecs qui se ramenaient. Waouh, qu'est-ce que je les aime pas du tout, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Bref, c'était terrible, et je veux pas leur parler. Je les aime pas. Mais c'est drôle parce que toi, tu cherches une meuf qui va te faire rire. Je pense qu'il y a pas beaucoup de mecs qui cherchent une meuf qui fait rire. Moi, vraiment, et c'est drôle parce que vraiment, tu vois, forcément, je pense à l'épisode que j'ai enregistré juste avant toi, où c'est un épisode où on a beaucoup parlé du besoin de plaire, du besoin d'approuve, voilà, du besoin de validation masculine quand t'es une femme. Et en fait, quand t'es dans ce truc-là, toi, tu minaudes, tu ricanes plutôt aux blagues de l'homme, même c'est moyennement drôle, mais ouais, bien sûr. T'es dans cette posture-là et tu me plais beaucoup. Mais une fois que tu sors de ce truc de validation masculine, où du coup tu deviens la plus drôle de la bande, toi, aujourd'hui, donc t'as ce début de petite relation, qu'est-ce qui te fait rêver là absolument en amour? Bah en fait, on revient sur le début, tu vois. Je crois que j'aimerais de la sérénité. Mais moi là, ce que j'aimerais vraiment, c'est... je sais pas trop si ça fait pas trop vieux con de dire ça, tu vois, mais juste... j'aimerais bien me poser. Ça me fait peur de me poser. Quand tu dis poser, c'est avoir un appartement... Ouais, vivre à deux. Une vraie vie à deux, tu vois, comme dans les films. Genre, comme on nous l'a montré. Est-ce que c'est possible? En fait, j'ai envie de voir si ça marche, si c'est possible. Tu vois, moi, par exemple, j'ai très envie de mariage, tu vois. C'est un truc qui me parle beaucoup, j'adore ça. J'aimerais avoir un enfant, tu vois, enfin des trucs comme ça. J'aimerais fonder une famille, j'aimerais voir l'amour sur le long terme. J'aimerais voir à quoi ça ressemble, j'aimerais le connaître, le savoir. Et peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais je veux au moins lui donner une chance. Est-ce que je suis prêt là maintenant à le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le futur, et si ce n'est le futur un peu plus lointain, je pense que c'est ça que j'ai envie. J'ai plus vraiment envie de voir des gens trop rapidement, en fait, là, j'ai envie de voir ce que les gens ont à me dire, ce que les gens ont à dire sur la longueur, parce que j'ai envie de rencontrer ces personnes. J'ai envie de rire énormément. J'ai envie de pleurer de rire, vraiment, avec des gens, c'est très important pour moi. Donc voilà. L'amour en plus long. C'est ça que j'aimerais bien voir. Putain, c'est beau. Ouais. C'est beau. Mehdi, vraiment, voilà, faut t'appeler Salem parce que c'est ton pseudo, mais pour moi, tu seras toujours Mehdi. Oh, c'est gentil. Mais... Je suis auteur, c'est pour ça que je parle. Je fais des belles phrases. Ma BD est disponible. Vous pouvez l'acheter, achetez-la. Mais franchement, je trouve que vraiment ton discours, il est très rare. Ta personne me donne beaucoup d'espoir. Tu veux me faire pleurer, là? Non, c'est sincère, vraiment. Je me dis qu'en fait, si là, je croise dans notre cadre amical, un homme aussi, j'allais dire structuré, mais c'est pas forcément le cas. On n'est jamais totalement structuré, mais en tout cas aussi ouvert sur ses émotions, aussi prêt à la remise en question, aussi sensible et à la fois qui reconnaît que putain, je suis bouffé par mon ego, etc. Et que mais putain, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ça existe et moi, ça me fait du bien à titre personnel de me dire que je t'ai en face de moi et que t'es bien réel et que c'est pas juste dans les livres l'homme politisé, l'homme qui réfléchit à sa posture. Oui, il y a des hommes intelligents qui sont rares et ça veut pas dire parfait, mais qui sont quand même quelque part par là. Et moi, à titre personnel, en tout cas, ça me donne beaucoup d'espoir de t'avoir à mon micro, ça me donne beaucoup d'espoir de t'avoir dans l'entourage et de me dire que putain, ça existe, quoi. Et c'est d'ailleurs beaucoup de messages que j'ai reçus allaient dans ce sens-là, en disant putain, mais ça fait du bien d'entendre un homme qui parle de ses émotions et sans se prétendre parfait. Parce que c'est souvent le problème. Moi, je suis trop content de pouvoir parler de ça. En fait, juste aussi de pouvoir dire... parce que je pense que le moment où que j'ai accepté que j'étais un mec, parce que je me suis posé la question avant, parce que j'étais entouré de personnes, de femmes misandres, mais où j'étais proche d'elles, hein, et où moi aussi j'étais d'accord avec elles, et j'étais
jamais d'accord sur absolument quoi que ce soit que les mecs faisaient, et du coup, ce que je faisais, j'étais en mode, mais du coup, t'es peut-être pas un mec, en fait, parce que tu te mets pas là-dedans. Et du coup, j'ai cette réflexion et tout, et vraie réflexion, hein, j'en parle avec mes potes trans, etc., tu vois, j'essaie de comprendre. Et en fait, je crois que je me suis jamais autant senti fier d'être un homme que quand j'ai accepté que j'en étais un. Ouais. Que quand je me suis dit, en fait, là, ce que t'essayes de faire, à te dire que t'es en train de te poser une question sur ton genre, attention, c'est moi, hein, personnellement, pas les personnes qui se posent des questions sur leur genre. Ce que moi, j'étais en train de faire, c'était que j'étais en train de fuir le problème. J'étais en train de vouloir faire le gars qui dit, je suis pas comme les autres mecs. Tu vois? Et j'arrivais pas à l'accepter. Je vois totalement. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, si t'es comme les autres mecs, accepte, en fait, que tu fais partie du problème, que tu es le problème et que, à un moment, il va falloir le régler et il va falloir faire quelque chose. Donc, accepte que t'en es un. Et à ce moment-là, j'étais content, je me suis toujours dit, et c'est ce que je défendrai toujours, je suis un mec, je suis fier d'en être un. Je suis pas un mec féministe, je suis pas un mec, je suis un mec qui fait de son mieux. Voilà. Je suis pas un mec qui est parfait, qui est machin. Je suis juste un gars qui fait de son mieux. Et il faut plus de gars qui font de leur mieux. Il y en a plein. On est là. Je les connais. Je vous donne leur numéro, si vous voulez. Moi, ça m'intéresse. Avec grand plaisir. Mais, voilà, il faut, et je parle peut-être aussi aux peu de garçons qui écoutent ce podcast, parce que c'est possible qu'il y en ait, et qui se posent aussi ces questions de, si vous vous sentez, homme, vous en êtes un, on fait partie du problème. Maintenant, on a deux choix. Soit on le fuit, soit on essaye de faire en sorte de régler les problèmes, en fait. Bon, je vais finir mon oasis, hein, parce que là, franchement, je suis ému, touché, j'ai beaucoup parlé, c'est rare que je parle autant. Il y a une ambiance dans ce salon, les amis. Vous vous rendez pas compte, hein, non. parce qu'on en a coupé des choses. Ce qu'on a parlé, là, on a ouvert les cœurs, hein. Putain, je suis fou. C'était vraiment un épisode génial. Honnêtement, moi, j'ai encore mieux que le premier, je trouve. Pour ceux qui regardent la version filmée, vous pouvez vous rendre compte qu'il fait quasiment nuit. Et donc, nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode, au risque de finir dans le noir total. Exactement. J'allais te poser la question que je pose à tous les épisodes. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année à venir sentimentalement, mais je pense que tu nous as déjà répondu. Oui, ça, je pense que tu nous as déjà répondu dans le premier épisode, mais donc du coup, qu'est-ce que tu souhaites à nos auditrices pour l'année à venir? Eh ben, pour avoir parlé avec quelques-unes d'entre vous suite au premier épisode, je vous souhaite de vous serrer les coudes et de toujours faire attention, même si vous voyez des personnes qui arrivent un peu à parler, à discuter, restez toujours attentives les unes envers les autres et ne vous laissez pas marcher dessus par personne. Soyez forte, en fait. Wow. Waouh. Et merci les 5% d'hommes qui nous écoutent. Et merci à vous. Je suis sûr que vous êtes là. Non mais en vrai, c'est vrai qu'il y a 5% d'hommes qui nous écoutent. Alors c'est très peu. Hein. Moi, je me dis c'est un peu le challenge d'arriver à ramener des hommes qui écoutent ce podcast, mais qui parlent d'amour. Mais peut-être que c'est une pépite, ces 5%, on sait pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on souhaite te suivre, t'envoyer un message ou découvrir ton travail? Eh ben toujours sur Salem Comics où je fais de la bande dessinée, toujours sur des questions de racialité, sur des questions de vie plus personnelles. J'ai oublié de le dire au premier épisode, mais je sors une bande dessinée aussi, ce qui s'appelle Le Paradis des Autres, sur les questions et les problématiques liées au fait d'être arabe en France, qui est aux éditions exemplaires, que vous pouvez trouver dans ma bio, tout simplement, qui sort le 29 mars. Donc bravo BG. Voilà, ça me fait plaisir d'en parler. Ma première promo. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'espère aussi. Merci beaucoup encore pour cet épisode. Merci beaucoup pour t'ouvrir et voilà, te livrer, parce que c'est pas un exercice facile. Et pour toi, je le sens bien que c'est pas un exercice facile sur le moment. Non, c'est pas arrivé souvent, je vais pas te mentir. Donc merci beaucoup les copines et les copains de me suivre dans cette aventure qui est de plus en plus gigantesque. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter cet épisode et je vous avoue que ça devient un peu terrifiant, mais tout à fait passionnant et exaltant. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify ou Apple Podcast ou même sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner sur Spotify. Plus d'abonnés, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux ou découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok à leslie.grano. Attention, il y a un petit twist, Leslie c'est L-E-S-L-Y-E et non I-E. Pique me, je suis si différente. Bref, merci beaucoup, bonne journée, belle soirée et comme toujours, vive le féminisme. Merci. Ouais.